Et si la guerre moderne ne se jouait plus dans le fracas des combats, mais dans le silence d'une gare ou l'ombre d'un pont? Imaginez un instant. Le destin d'un pays se joue non pas dans la boue des tranchées, mais dans le cliquetis discret des aiguillages, sous un ciel indifférent. Aujourd'hui, on imagine encore la guerre comme une succession d'explosions, de colonnes de chars en manœuvre, d'hommes progressant sous le feu. Pourtant, la bataille décisive se déroule souvent loin du tumulte, dans l'anonymat des réseaux logistiques, là où chaque retard, chaque panne peut changer le cours de l'histoire. Depuis l'aube des conflits organisés, la logistique gouverne le champ de bataille. Ce n'est pas une question d'armes sophistiquées ou de bravoure individuelle. Sans carburant, sans munitions, sans renfort, aucune armée ne tient. Ce principe, énoncé dès l'Antiquité par les stratèges chinois comme Sun Tzu, parcourt les siècles. L'Empire romain ne dominait ses ennemis que grâce à ses routes et ses relais, tandis que Napoléon, malgré son génie militaire, échoua en Russie faute de ravitaillement. Dans le monde du XXIe siècle, ce principe n'a jamais été aussi vrai, amplifié par la dépendance aux flux massifs et instantanés. La Russie, en attaquant l'Ukraine, l'a compris mieux que quiconque. Plutôt que de s'épuiser dans des affrontements directs, Moscou cible l'infrastructure vitale de son adversaire, le vaste réseau ferroviaire ukrainien, héritage tentaculaire de l'époque soviétique. Cette stratégie n'est pas une nouveauté totale. Déjà, lors de la Seconde Guerre mondiale, la Wehrmacht et l'Armée rouge s'efforçaient de détruire les ponts et les tunnels ennemis, retardant les offensives adverses par la simple interruption du flux logistique. Ce réseau, long de plus de 21 000 km, irrigue tout le pays comme un système sanguin complexe. Il donne à l'Ukraine une formidable capacité de mouvement, mais repose sur une poignée de points névralgiques, quelques gares de triage, certains ponts clés. Là où la puissance et la fragilité se superposent, la guerre change de visage. On peut avoir une armée immense, mais si un seul pont s'effondre, c'est toute la structure qui peut s'écrouler par effet domino. Prenons l'exemple du pont de Kryvyi Rih, construit dans les années 50 sous l'Union soviétique, qui relie l'Est à l'Ouest du pays. Sa destruction, même temporaire, paralyse instantanément des centaines de convois militaires et civils, coupant le flux des renforts, de l'aide humanitaire et du matériel de guerre. C'est ce type de vulnérabilité que la Russie exploite, cherchant à déclencher un effet domino. Couper un pont, paralyser une gare, et c'est toute la logistique qui vacille. Derrière chaque missile tombé sur une station, c'est une armée entière qui risque la panne sèche. La guerre devient invisible, mais l'enjeu, lui, est colossal. Cette approche rappelle la stratégie de la guerre de sécession, lorsque le général Sherman ordonna la destruction systématique des voies ferrées du Sud, privant l'armée confédérée de ses moyens de déplacement et de ravitaillement. De même, lors de la guerre du Yom Kippour, en 1973, la destruction de quelques axes logistiques israéliens faillit inverser le sort du conflit. Pour les observateurs, négliger cette nouvelle stratégie, c'est passer à côté de l'essentiel. Compter les tanks n'a plus de sens si les trains ne roulent plus. Désormais, la victoire se joue sur les rails, dans les horaires, à travers les flux que l'on croit routiniers. Les grandes batailles visibles, celles qui font la une des journaux, masquent souvent la véritable lutte. Celle de l'ombre, du maintien ou de la rupture du fil logistique. Au cœur de cette mutation, les enjeux sont immenses: sécurité nationale, investissements militaires colossaux, crédibilité internationale. Mal lire cette carte logistique, c'est s'exposer à des revers stratégiques, aux conséquences potentiellement catastrophiques. L'exemple de la campagne de France en 1940 reste dans toutes les mémoires. L'incapacité à rétablir les liaisons ferroviaires après les frappes allemandes précipita la débâcle. Mais comment cette guerre de l'ombre s'organise-t-elle concrètement? Pour comprendre, il faut pénétrer les coulisses du réseau ferroviaire ukrainien et suivre la logique implacable des attaques ciblées. Cela demande de s'intéresser à la cartographie précise du territoire, à l'évaluation du trafic, à l'analyse de la redondance ou de l'absence de redondance des infrastructures clés. 21 000 km de rails traversent l'Ukraine. À première vue, le réseau ferroviaire ukrainien impressionne par sa densité, des milliers de kilomètres hérités d'une époque où la logistique était horrène. Mais cette densité est un leurre. Comme un filet trop tendu, il ne tient qu'à quelques points d'ancrage. Cette immense toile d'acier, l'une des plus vastes d'Europe, a offert à Kiev une agilité stratégique rare. Soldats, blindés, munitions, tout pouvait glisser sur ses voies à vitesse surprenante, même en pleine guerre. Lors de la contre-offensive de 2022, ce réseau permit de déplacer en quelques jours des milliers de tonnes d'armement depuis l'ouest du pays jusqu'au front sud, une performance logistique saluée par tous les experts militaires.
Mais sous cette apparente puissance, une faille, ce réseau tentaculaire dépend d'une poignée de points névralgiques. Moins d'une cinquantaine de ponts et de gares construits sous l'Union soviétique, usés, parfois vétustes, et presque impossibles à remplacer vite. Prenons le pont ferroviaire de Dnipro. Sa réparation après une attaque nécessite non seulement des matériaux rares, mais aussi des équipes qualifiées, exposées à de nouveaux bombardements. Imaginez la circulation sanguine d'un corps. Peu importe le réseau de veines, un caillot dans une artère clé et tout s'arrête. C'est exactement la logique du commandement russe. Inutile de pulvériser 21 000 km de rails, il suffit de cibler ces quelques nœuds vitaux pour provoquer un collapsus logistique. Cette approche s'inspire des théories modernes sur la guerre des réseaux, développées dans les années 90 par des stratèges américains. Chaque missile lancé sur un pont ou une gare stratégique peut entraîner un effet domino. Derrière la ligne de front, la mécanique de guerre ukrainienne s'enraye, parfois pour des semaines entières. Lorsque la gare de Kupiansk fut frappée, il fallut plus de 15 jours pour rétablir un trafic partiel. Ce choix n'est pas le fruit du hasard. La guerre moderne n'est plus un concours de force brute, mais une bataille d'intelligence logistique. Frapper au bon endroit, au bon moment, permet de désarticuler tout un système sans gaspiller des milliers de munitions. En 2023, par exemple, moins de 100 frappes coordonnées ont suffi à désorganiser la totalité du trafic ferroviaire autour de Kharkiv. Pour les stratèges, ignorer ces vulnérabilités expose n'importe quel pays à un effondrement logistique éclair dès les premiers jours d'un conflit. La guerre n'est plus affaire de chiffres, mais de points faibles et de leur défense. On se souvient que lors de l'opération Tempête du désert en 1991, la coalition internationale a paralysé la logistique irakienne en détruisant une poignée de ponts et de dépôts. Mais comment la Russie a-t-elle identifié ces failles et pourquoi l'Ukraine ne peut-elle pas simplement contourner ces frappes ciblées? Pour comprendre, il faut plonger dans l'anatomie de cette infrastructure héritée du passé, examiner la lenteur des modernisations et l'absence de plans de contournement robustes. Derrière chaque missile, il y a des mois de préparation et une symphonie invisible de renseignements. Avant que le premier tir ne retentisse, la guerre se joue déjà dans l'ombre, loin du vacarme, entre bureaux feutrés et écrans éblouis de données. Les analystes scrutent, croisent, anticipent, testant chaque hypothèse sur des modèles informatiques toujours plus précis. La campagne russe débute toujours par une analyse minutieuse, tissée de 3 fils essentiels. D'abord, l'œil perçant des satellites peut révéler chaque wagon déplacé, chaque pont surchargé. Ensuite, l'écoute patiente des ondes ou les interceptions radio révèlent la cadence réelle des convois. Enfin, le plus insaisissable, la présence d'agents sur le terrain capables de rapporter ce qu'aucune machine ne peut capter, comme la découverte d'un dépôt de carburant temporaire ou d'une équipe de réparation mobilisée en urgence. Toutes ces informations sont croisées, recoupées, structurées. De cette montagne de données naît un double numérique, une réplique virtuelle du réseau logistique ukrainien. Ici, chaque nœud, chaque artère, chaque faiblesse est identifiée et surveillée. Ce modèle permet de simuler, d'anticiper, de prédire ce qui adviendrait si tel pont était coupé à quelques centaines de kilomètres de là. La hiérarchie des cibles ne se décide pas sur la taille ou l'apparence. Ce n'est ni le plus grand dépôt, ni la gare la plus imposante qui tombe en premier, mais le point unique, celui dont la perte créerait une réaction en chaîne, un effondrement progressif du système tout entier. Les stratèges russes utilisent des algorithmes de modélisation pour identifier le point de rupture potentiel, comme l'ont fait les Alliés lors de la campagne de bombardement stratégique contre l'Allemagne nazie. Chaque objectif reçoit un passeport détaillé. Sont recensées les coordonnées exactes, la nature de l'infrastructure, la densité des défenses, mais aussi le moment parfait pour frapper, selon les mouvements de troupes, la météo, la fatigue des équipes de maintenance. Chaque frappe est programmée pour exploiter la vulnérabilité maximale. Pour exécuter ce plan, la Russie mise sur la précision et la diversité. Les drones kamikazes saturent d'abord les radars et épuisent les défenses proches. Viennent ensuite les missiles de croisière qui frappent loin, à basse altitude, contournant les reliefs. Les missiles balistiques, bien plus rapides, ciblent les sites les mieux protégés. Enfin, les armes hypersoniques, quasi impossibles à intercepter, sont réservées aux points jugés absolument critiques, comme la gare centrale de Lviv ou le pont sur le Dniestre. Le véritable coup de génie se joue dans la coordination. Les frappes sont organisées en vagues successives, les premières perçant les défenses, les suivantes détruisent la cible principale, les dernières neutralisent donnant toute tentative de réparation ou d'assistance. Ce déluge rend les systèmes de défense traditionnels obsolètes.
Les milliards investis dans l'anti-aérien se heurtent à une réalité nouvelle. L'ennemi frappe partout, tout le temps, là où on l'attend le moins. En 2023, une attaque combinée sur Kremenchuk a neutralisé la ville pendant plus de 10 jours. Le pari est risqué mais décisif. Si la logistique s'effondre, toute l'architecture militaire s'écroule derrière, comme un château de cartes. En frappant loin des lignes de front, la Russie cherche à provoquer un effondrement soudain, d'abord invisible puis brutal, où l'armée privée de carburant et de munitions ne peut plus fonctionner, aussi vaillante soit-elle. Cette approche rappelle la guerre indirecte théorisée par Basil Liddell-Hart, paralysée plutôt qu'affrontée. Mais cette stratégie, aussi sophistiquée soit-elle, n'est pas infaillible. Elle réveille un autre enjeu, la capacité d'adaptation de l'adversaire et la résilience d'un système logistique sous pression. Comment l'Ukraine tente-t-elle de réagir ? Par la réparation éclair, la décentralisation, la création de stocks tampons, mais aussi l'appel à l'aide internationale pour des pièces détachées ou des engins de génie civil. Quand une gare tombe, c'est tout le front qui vacille, parfois en moins de 3 jours. Un minuscule point de rupture dans la chaîne logistique peut déclencher un effet domino qui secoue l'ensemble de la machine de guerre. C'est ce qui arriva lors de la destruction du dépôt de Balaklia, qui priva le front Est de munitions pendant plus d'une semaine. Regardez Pavlograd. À peine 72 heures après l'attaque sur cette gare clé, la logistique du front Est s'est mise à chanceler. Les convois de munitions, de carburant, de renforts sont ralentis, désorganisant l'appareil ukrainien sur des centaines de kilomètres. Les conséquences ne se limitent pas au front. Les populations civiles subissent pénuries, retards et désorganisation. Mais la stratégie ne s'arrête pas là. Faire sauter les ponts sur le Dniepr, c'est trancher l'est de l'Ukraine comme une guillotine. Chaque ouvrage détruit, chaque traversée coupée force les logisticiens à improviser des détours longs et dangereux, exposés à de nouveaux coups. Cela rappelle la bataille des Ardennes en 1944, où la destruction des ponts retarda la contre-offensive alliée de plusieurs jours cruciaux. Le ciblage des sous-stations électriques ferroviaires ajoute une autre couche de chaos. Les trains électriques restent à quai et l'armée doit recourir à des locomotives diesel, peu nombreuses, affamées de carburant, tandis que les frappes s'intensifient. En 2023, la perte de 2 sous-stations dans la région de Vinnytsia a mis à l'arrêt une centaine de trains militaires. Tout s'enraye. Le flux de matériel ralentit dramatiquement, les blindés et les canons s'accumulent à des dizaines de kilomètres du front. Le rationnement des munitions s'impose, réduisant la capacité offensive et défensive. Des exemples récents montrent des unités contraintes de limiter leurs tirs à une fraction de la dotation prévue, faute de logistique. Les équipes ukrainiennes s'acharnent à réparer sous le feu ennemi. Mais chaque tentative attire une nouvelle vague de missiles, annihilant jours de travail, sapant le moral et la volonté de tenir. La réparation devient une guerre d'usure psychologique autant que matérielle. Peu à peu, la logistique devient un gouffre noir, engloutissant des ressources humaines et matérielles toujours plus rares. Certaines jonctions ferroviaires sont abandonnées, les pertes deviennent irréversibles. La doctrine du point de non-retour s'impose. En dessous d'un certain seuil logistique, le système ne peut plus se relever. À ce stade, une armée privée de ses flux n'est plus qu'une force immobile, incapable de manœuvrer, de contre-attaquer ou même de défendre ses lignes. L'effondrement militaire pur et simple guette, sans même qu'une bataille décisive n'ait décommencé. L'histoire offre de nombreux parallèles. L'échec de la Wehrmacht devant Stalingrad fut scellé par la rupture de son ravitaillement aérien et terrestre. Mais ce n'est plus seulement une question de train ou de pont. Derrière ces frappes, une nouvelle logique de la guerre s'impose, redessinant la carte des conflits du futur. Les conflits de demain ne se décideront plus par la destruction massive, mais par la capacité à désorganiser l'adversaire de l'intérieur à distance en frappant son invisible. Désormais, ce ne sont plus les duels à ciel ouvert qui scellent le sort des guerres modernes, mais la bataille silencieuse menée dans l'ombre des centres de commande et des nœuds ferroviaires. L'exemple ukrainien est sans appel. La logistique s'est imposée comme le cœur battant du conflit, et sa paralysie comme l'arme suprême. Celui qui contrôle les flux contrôle la guerre. En frappant systématiquement les routes frontalières, en pulvérisant tunnels et gares de triage, la Russie a méthodiquement asphyxié l'acheminement de l'aide occidentale. Les principaux axes vitaux pour les armes, le carburant et les renforts, sont devenus impraticables ou trop risqués, sapant la résistance ukrainienne sans engager frontalement la totalité des forces adverses. Cette asphyxie progressive rappelle la stratégie alliée contre le Japon en 1945. Bloquer les ports, miner les voies ferrées, couper les ressources.
Cette stratégie a pris de court la doctrine occidentale, fondée sur une guerre d'usure alimentée par des flux massifs d'armes et d'équipements. Les convois blindés et les trains de munitions, censés prolonger l'effort militaire ukrainien, sont restés bloqués ou piégés, incapables de franchir des infrastructures détruites en profondeur. Même la création de ponts temporaires ne compense pas la perte des grands ouvrages. Petit à petit, la guerre s'est déplacée loin des lignes de front pour s'installer dans la profondeur stratégique du territoire. Dominer rails, ponts et hubs ferroviaires est devenu bien plus décisif que d'additionner soldats et canons. Celui qui paralyse la circulation étouffe la guerre elle-même. C'est la leçon que l'on aurait dû retenir de la guerre du Vietnam, où la piste Ho Chi Minh, cible constante des bombardements américains, resta le talon d'Achille de la logistique nord-vietnamienne. La supériorité russe ne s'est pas limitée au nombre de missiles et de drones déployés, mais s'est manifestée dans la coordination et la précision de leur emploi, soutenue par un renseignement hors pair. Les frappes de longue portée, la surveillance par drone et la fusion d'informations satellites, écoutes et réseaux humains ont permis de cibler et de neutraliser chaque point vital du système logistique adverse. Cette synergie rappelle la doctrine du C4ISR, commandement, contrôle, communication, informatique, surveillance et reconnaissance, qui révolutionne la conduite des opérations depuis les années 2000. Ce modèle d'attaque ne cherche plus à briser l'adversaire par la force brute, mais à le priver de ce qui lui permet de combattre. L'intelligence, la précision et le ciblage systémique sont les nouveaux piliers de la victoire. La puissance visible s'efface devant l'art de désorganiser l'ennemi à distance, là où il est le plus vulnérable. En s'imposant sur ce terrain, la Russie impose une nouvelle doctrine militaire, annonçant la transformation profonde des conflits du XXIe siècle. Nous assistons à la naissance d'un paradigme où technologie, données et ciblage chirurgical des infrastructures vitales pèsent de plus lourd que l'accumulation d'armes classiques. Les futurs conflits opposeront des intelligences logistiques, des systèmes d'information et de brouillage, plus que des armées de masse. Ignorer ce basculement, c'est s'exposer à des erreurs fatales, mal diagnostiquer la vraie nature de la menace, investir à contre-emploi ou se laisser surprendre par des adversaires plus agiles et lucides dans leur usage de la force. L'avenir de la guerre se joue désormais dans l'invisible, loin des récits rassurants sur la puissance brute. Les grandes puissances qui s'y refusent risquent de répéter les erreurs du passé, comme la France de 1940, trop confiante dans sa ligne Maginot et ses divisions blindées. Mais ce bouleversement stratégique ne concerne pas que l'Ukraine, il redéfinit les priorités de toutes les puissances. Ceux qui n'en tirent pas les leçons risquent de tout perdre lors du prochain choc. La cyberguerre, les attaques contre les satellites, la désinformation sont déjà les prolongements de cette logique. Paralyser, désorganiser, rendre l'adversaire incapable d'agir. La guerre moderne se joue dans l'invisible, réseaux, flux, infrastructures cachées. À chaque conflit, la logistique façonne la victoire ou la déroute, bien plus que les colonnes de blindés ou les avancées de quelques kilomètres. La campagne russe en Ukraine l'a prouvé, il suffit de frapper quelques nœuds logistiques pour briser, à distance, la force de tout un État. À titre d'exemple, lors du conflit du Haut-Karabakh en 2020, le ciblage des routes de ravitaillement fut décisif pour l'issue des combats. Nous assistons à une transformation radicale du champ de bataille. Les images de combat, les destructions spectaculaires, ce ne sont que la surface. En coulisses, la guerre se mène par l'asphyxie patiente, la coupure de routes, de ponts, de gares. Lorsque le carburant, les munitions, la nourriture n'arrivent plus, la puissance militaire s'effondre sans avoir livré de bataille décisive. L'histoire retiendra peut-être moins le nom des généraux que celui des logisticiens. Pourtant, l'analyse en Occident reste souvent prisonnière du visible. On compte les chars détruits, on célèbre la prise de villages, on s'inquiète des pertes humaines, mais on oublie la véritable lutte, celle de l'arrière, du ravitaillement, des réparations, des flux d'approvisionnement. Les guerres modernes se gagnent dans les marges, dans la discrétion des circulations, pas dans le vacarme des offensives. C'est dans le silence d'une salle de contrôle, face à une carte d'état-major, que se décide désormais le sort des nations. S'obstiner à investir dans la masse ou la technologie, sans comprendre nos propres vulnérabilités systémiques, revient à bâtir des châteaux de sable sur une plage en tempête. Le vainqueur n'est plus celui qui possède le plus de chars ou de drones, mais celui qui sait rendre l'adversaire aveugle, sourd, incapable de se mouvoir ou de se ravitailler. La victoire appartient à l'intelligence logistique, pas à la force brute. Dès lors, quelle réponse impose ce nouveau paradigme ? Premièrement, il faut cartographier nos propres faiblesses logistiques. Chaque pont, chaque dépôt, chaque voie ferrée peut devenir un talon d'Achille.
La protection active des infrastructures critiques et la multiplication des itinéraires alternatifs deviennent des priorités vitales. Les États qui négligent la résilience de leur réseau s'exposent à une défaite silencieuse, sans bataille épique. La création de stocks stratégiques, la diversification des modes de transport, rails, routes, air, fleuves, sont des réponses concrètes déjà expérimentées par Israël ou la Suisse. Deuxièmement, il est urgent de revoir la façon dont nous étudions les conflits. Ne plus se laisser hypnotiser par la fureur des armes, mais apprendre à lire les flux. Qui ravitaille, qui, à quel rythme, par quel chemin. Chaque rupture, chaque ralentissement logistique signale un basculement possible. Les signaux faibles, les statistiques anodines, les mouvements de stock deviennent les indices d'une guerre en mutation. Les armées modernes doivent développer des cellules d'analyse logistique capables de détecter, en temps réel, les points de tension ou de rupture. Troisièmement, il faut réinventer la formation de nos élites. Les officiers, les stratèges, mais aussi les décideurs civils doivent intégrer la logistique intelligente, la cybersécurité, la guerre de l'information et la résilience systémique. Il s'agit d'apprendre à penser en réseau, à anticiper les failles avant qu'elles ne soient exploitées. Négliger cette évolution, c'est risquer l'obsolescence, gaspiller des milliards dans des outils du passé et se préparer à la pire surprise, celle qui ne fait pas de bruit mais paralyse tout. Les écoles de guerre du futur devront proposer des exercices de simulation logistique, des scénarios de paralysie, des modules de cyberdéfense appliqués à la gestion des flux. Pour chaque citoyen, comprendre cette nouvelle grammaire de la guerre, c'est refuser de se laisser bercer par le récit spectaculaire et exiger des choix responsables de la part des dirigeants. Car chaque euro investi doit l'être avec lucidité, en visant la résilience future plutôt que la nostalgie des anciennes victoires. La sécurité collective dépend de notre capacité à anticiper, à questionner, à voir au-delà des apparences. Le débat public doit intégrer la question des infrastructures critiques, de leur maintenance et de leur protection. Ignorer cette révolution silencieuse, c'est courir le risque d'être pris de court par les prochains bouleversements, de gaspiller des milliards en illusions et de subir la prochaine grande surprise stratégique. La véritable défaite ne se joue pas dans la boue des tranchées, mais dans l'incapacité à comprendre que la guerre, désormais, a changé de visage. Comme l'écrivait déjà Clausewitz, la guerre est un caméléon. Aujourd'hui, ce caméléon a pris les couleurs de la donnée, du réseau et de la logistique invisible. Face à ce constat, il ne s'agit plus de se demander combien de chars ou d'avions une armée possède, mais combien de jours elle peut se battre si un pont, une gare, un dépôt sont détruits. La question n'est plus de savoir qui tirera le premier, mais qui saura tenir quand le ravitaillement sera coupé. La victoire appartient à ceux qui anticipent, qui créent des redondances, qui investissent dans la résilience et l'agilité logistique. En conclusion, la guerre moderne ne se joue plus dans le fracas, mais dans le silence. Elle ne se gagne plus par la force brute, mais par l'intelligence des flux, la capacité à désorganiser l'invisible, à frapper là où l'ennemi ne s'y attend pas. Ce nouveau visage de la guerre impose une vigilance de tous les instants, une révolution dans l'art de penser la sécurité. Ne laissons pas cette leçon s'effacer dans le brouhaha médiatique, car demain, c'est peut-être dans notre propre gare, sous notre propre pont, que se décidera le sort de notre nation.